Cette semaine, dans l'actualité spatiale, le vaisseau spatial Crew Space Transportation CST-100 Starliner de Boeing, qui est développé en collaboration avec le programme d'équipage commercial de la NASA, a été déplacé dans la zone de traitement à risque au Kennedy Space Center de la NASA en Floride avant les opérations mise sous tension et de ravitaillement. Le Starliner a été conçu pour accueillir 7 passagers ou un mélange d'équipage et de frais pour des missions en orbite terrestre basse. Pour les missions de la NASA vers la Station spatiale internationale, il transportera jusqu'à 4 membres d'équipage parrainés par la NASA. Le Starliner a une structure innovante sans soudure et est réutilisable jusqu'à 10 fois avec un délai de 6 mois. Il dispose également d'une technologie Internet sans fil et d'une tablette pour les interfaces de l'équipage. OK, c'est beau tout ça, mais il n'y a toujours pas apporté d'astronautes dans l'espace. Ouais, c'est bien vrai, mais c'est pour bientôt. Mon nom est BDF et bien... BDF. Qu'est-ce que c'est contre mon nom? BDF. Vous êtes Molos Tannen. Hey, on va y trouver un nom, c'est la fin de l'émission. Bienvenue dans votre Actualité spatiale show! Cette semaine, la NASA nous a donné des nouvelles concernant le premier vol habité, avec des astronautes de la capsule Starliner de Boeing. C'est prévu pour le mois d'avril. Les préparatifs du premier vol du véhicule vers la Station spatiale internationale restent dans les délais pour un lancement en avril. La capsule qui sera lancée depuis Cap Canaveral et qui reviendra à White Sands au Nouveau-Mexique enverra les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sonny Williams dans la Station spatiale pendant 8 jours. La mission est destinée à être le dernier test majeur du véhicule avant que la NASA ne le certifie pour une utilisation dans les missions de rotation des équipages de l'ISS. Et les équipes de la NASA et de Boeing ont actuellement accompli 80% du travail nécessaire à la mission. Le gros défi de Boeing pour ce test, c'est de réduire le risque que le carburant réagisse avec l'humidité ambiante et corrode les valves ou vannes dans le système de propulsion Starliner, ce qui a retardé une tentative de vol d'essai en août 2021. Selon eux, leur correctif, soit un système de purge et d'isolation des connecteurs, devrait régler le problème. On l'espère. Mais il y a une solution à long terme sous la forme d'une refonte du système de propulsion qui est en cours actuellement. La NASA et Boeing concluent également des résolutions aux problèmes rencontrés avec Starliner pendant OFT2. Le seul problème majeur qui n'est pas totalement réglé, c'est l'échec des manœuvres orbitales et du contrôle d'attitude dans le module de service Starliner au cours de cette mission. Étant donné que le module de service est largué pour la rentrée, les ingénieurs ont dû utiliser la télémétrie des tests plutôt que l'inspection du matériel. Il y a des tests supplémentaires qui ont donc eu lieu au début du mois, puis Boeing travaille maintenant avec la NASA pour examiner les résultats qui devraient être effectués d'ici le début mars. Un autre défi pour la capsule Starliner, c'est un calendrier chargé de missions utilisant les 2 ports d'amarrage qui peuvent prendre en charge les véhicules commerciaux. La mission Crew 6 de SpaceX devrait être lancée le 26 février, arrivant à l'ISS un jour plus tard, puis le véhicule Crew 5 va quitter l'ISS vers le 5 mars. Et ce fameux port d'amarrage sera ensuite utilisé par une mission Cargo Dragon SpaceX CRS-27 qui arrivera vers le 12 mars et partira un mois plus tard, le libérant pour la mission Starliner CFT. Mes amis, il y a clairement de la circulation à la gare. Messieurs, mon ami et moi avons un train à attraper. À la tienne, Maréchal Ferrand. Et au futur. Bref, la logistique de location de port d'amarrage est très compliquée car le Starliner pour cette mission ne peut utiliser que celui en avant. Puis en plus des retards météorologiques possibles, il y a United Launch Alliance, dont Atlas 5 lancera Starliner, qui se prépare également pour le lancement inaugural de sa fusée Vulcan Centaur à peu près au même moment. Donc les responsables de la NASA ont également abordé les problèmes de perception des risques concernant la mission Starliner. Et selon eux, le programme d'équipage commercial de la NASA avait des opinions différentes sur les risques associés à la mission que les programmes d'exploitation. Mais on se souvient, c'était des débats similaires lors du développement du Crew Dragon sur le ravitaillement en charge de la fusée Falcon 9 et de l'utilisation de capsules sous pression en composite. Donc, c'est pas nouveau, faut pas s'en faire avec ça. Les programmes commerciaux de l'équipe au sol et de l'ISS dans l'espace ont des systèmes de risque, mais vraiment très différents. Pour le programme d'équipage commercial, l'accent est mis clairement sur le risque du lancement puis de l'atterrissage, tandis qu'à la station, on sait très bien le vaisseau spatial est au repos. Et du côté du programme ISS, on se concentre sur les risques associés au vaisseau spatial alors qu'il est à la station, comme la fiabilité de ses batteries. Disons que le Soyouz russe, il n'y aurait pas beaucoup de succès actuellement avec le programme, il y a plein de fuites. Bref, nous ne sommes pas pressés car l'Amérique a son moyen de transport. On sait d'où vient le météore qui a illuminé le nord de la France et où ces morceaux sont tombés. On va être
louches. Il y en a qui le sont. En début de semaine, un météore traversait le ciel du nord de la France, offrant un magnifique spectacle à ceux qui l'attendaient. Comment ça qu'il l'attendait? C'est parce que l'entrée dans l'atmosphère de ce petit astéroïde avait été annoncée d'avance par l'Agence spatiale européenne. Et vous devez vous poser la question, coudonc, c'est un météore, un astéroïde ou un météorite? Qu'est-ce que c'est en réalité? L'être humain aime ça se compliquer la vie, mais faites-vous-en pas, c'est ma mission de vous simplifier tout ça. Donc, voici le tableau de l'Agence spatiale canadienne que je vous ai mis dans la description. Vous pourrez l'imprimer si vous voulez le garder avec vous. Une comète est une masse de glace, de roches et de poussière qui dérive dans l'espace, souvent dotée d'une queue qui grossit à mesure que le corps s'approche du Soleil, un peu comme la comète ZTF des dernières semaines. Un peu? Ben, un peu beaucoup, là, vous comprenez. Un astéroïde, on comprend bien que c'est un corps en orbite autour du Soleil de quelques centimètres à près d'un millier de kilomètres, habituellement situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et du côté des météoroïdes, oui, c'est un corps solide, généralement plus gros qu'un grain de sable, mais d'un diamètre de moins d'1 mètre. Souvent, c'est un fragment d'un astéroïde qui file dans l'espace interplanétaire. Et du côté des météores, eh bien, c'est un météorite, j'ai de la misère à dire météorite, mais c'est météoride, ouais, qui se consume en traversant l'atmosphère de la Terre, ce qui produit une traînée lumineuse. Il peut y avoir un seul météore, donc une étoile filante qu'on appelle, ou un essaim, une pluie de météores. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a touché le sol. Un bolide maintenant, c'est un météoroïde qui traverse l'atmosphère et brûle en laissant derrière lui une traînée très lumineuse en raison de sa grande taille et de sa forte densité. Puis les bolides, ben, c'est parfois même visible en plein jour, mais ça, c'est très rare. Et le mot météorite, lui, est utilisé lorsqu'un météoroïde ne se consume pas complètement lors de son passage dans l'atmosphère. Le fragment que l'on trouve au sol est appelé météorite. Voilà. Maintenant que nous connaissons bien les différences, revenons à 2023 CX1, parce que ça, c'est son nom. À partir de nombreuses vidéos de météores, des scientifiques sont parvenus à reconstituer sa trajectoire exacte. Selon l'IMO, qui est l'International Meteor Organization, ben oui, il y en a une, l'objet a d'abord été enregistré à une altitude de 89 km. Il filait alors à une vitesse de 14 km par seconde. Le météore a commencé à se fragmenter à 29 km d'altitude. Le pic de luminosité a été atteint alors que les fragments de l'objet atteignaient les 27,3 km d'altitude, puis le spectacle a pris fin en dessous des 20 km. Avant l'impact, 2023 CX1 se trouvait sur une orbite qui croisait celle de la Terre et de Mars. Il tournait autour du Soleil à une distance moyenne de 1,63 unités astronomiques. La dernière fois que 2023 CX1 a effectué une approche rapprochée de la Terre, ben, c'était au début juin 2000, lorsqu'il est passé à environ 60 millions de kilomètres. Selon les estimations, c'est une météorite d'environ 2 kg qui aurait heurté le sol. Et beaucoup de plus petits fragments de dizaines de grammes ont pu s'éparpiller dans la région, donc cherchez. Oui, comme le montre sur cette photo, cette étudiante de 18 ans, bravo, oui. Mais c'est rien à côté du fragment retrouvé de la météorite sur Tcheliabinsk en Russie. Ça, c'était un bolide. Poursuivant son entrée dans l'atmosphère, il commence à se fragmenter quelques centaines de mètres plus bas, à 83 km du sol, semant dans son sillage un nuage de débris. Puis, il a atteint son point de chaleur et de luminosité maximale 30 fois le Soleil. C'était énorme à une altitude de 30 km. Et à 12 km d'altitude, sa vitesse était encore de 11,5 km par seconde. Et heureusement qu'entre 30 et 50 km, l'astéroïde a éclaté en de multiples fragments, ce qui a ralenti sa chute et donc le potentiel destructeur. Imaginez s'il n'avait pas été fragmenté en plein de morceaux. Il y a eu plus de 3613 immeubles avec des vitres brisées par le souffle de l'explosion. Le toit d'une petite usine de zinc s'est écroulé puis il y a des personnes qui ont été jetées par terre. Même si l'événement a fait un millier de blessés par des coupures de verre, personne n'a été tué. Et quant au plus gros morceau, c'est dans le lac de Tcherbakoul qui a fini sa course. Résultat, un trou de 7 mètres dans 70 cm de glace. Et ce morceau et d'autres fragments ont pu être pêchés. Hey, ça donne clairement des frissons dans notre petite vie de contrôle humain, ouais. Il y a tellement d'humains qui pensent contrôler la nature, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. La nature, c'est la nature, puis nous ne sommes que de la poussière cosmique. Vous me connaissez, je suis un grand passionné du Soleil. Pas juste du Soleil. Oui, disons que j'aime la vie, puis je suis pas mal curieux, mais avez-vous déjà vu votre étoile au rayon X? De nombreux télescopes en orbite ont étudié le Soleil, mais ce dernier est encore rempli de secrets. Le télescope NuSTAR de la NASA étudie les rayons... Alpha? X.
Bon, bravo l'universitaire. Oui, c'est vrai, X. Ces rayons à l'étude pourraient donc aider à résoudre l'énigme du chauffage de la couronne solaire. Il y a plus de 10 ans, c'est pas nouveau, la NASA a lancé son Nuclear Spectroscopic Telescope Array ou NuSTAR. L'astronomie X a fait ses débuts il y a plus de 70 ans déjà, lorsqu'une fusée V2 avait emporté un détecteur pour observer le rayonnement du Soleil à travers cette longueur d'onde. Bref, c'était impossible d'observer le rayonnement pour découvrir la fameuse température du plasma de la couronne solaire sans sortir de l'atmosphère. C'est que la température de surface du Soleil est d'environ 6000 degrés Kelvin, puis la température de l'atmosphère solaire constituant sa couronne, ça c'est au-dessus de sa surface, dépasse le million de degrés. C'est un peu bizarre, c'est comme faire bouillir de l'eau dans une tasse BDF au-dessus de blocs de glace. C'est parce que là, ils vont penser que ce que tu viens de montrer, ça fonctionne. À part toi, là, d'après moi, ça devrait être correct. Donc, du point de vue de la thermodynamique, la chaleur passe spontanément d'un corps chaud à un corps froid. C'est jamais l'inverse. Salut! C'est quoi ça? BDF. Ben, c'est le même corps, man. Donc, à moins d'admettre une violation des lois de la thermodynamique, il fallait faire intervenir des mécanismes de chauffage additionnels. Puis actuellement, les astrophysiciens solaires sont pas d'accord entre eux concernant l'énigme du chauffage de la couronne solaire. Sur cette image, le Soleil apparaît différemment selon qui regarde. De gauche à droite, NuSTAR de la NASA voit des rayons X à haute énergie. La mission HINA de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale voit des rayons X à faible énergie. Et le Solar Dynamics Observatory de la NASA voit la lumière ultraviolette. Mais n'oubliez pas que les trois images sont en fausse couleur. Et ici, les longueurs d'onde de la lumière de trois observatoires spatiaux se chevauchent pour fournir une vue unique du Soleil dans cette image composite en fausse couleur. Mais voilà que la NASA nous parle maintenant de petites éruptions solaires appelées nanoflares ou nano-éruptions en français. Elles sont plus petites et moins brillantes que les éruptions solaires classiques, mais nettement plus nombreuses et fréquentes. Et surtout, les rayons X montrent qu'elles sont associées à des états du placement solaire de la surface du Soleil beaucoup plus chauds et donc vont servir de source d'injection de cette matière dans la couronne solaire. Et bien que les nano-éruptions individuelles soient trop faibles pour être observées au milieu de la lumière du Soleil, NuSTAR peut détecter la lumière de la matière à haute température que l'on pense être produite lorsqu'un grand nombre de nano-éruptions se produisent à proximité les unes des autres. Cette capacité permet aux physiciens d'étudier la fréquence à laquelle les nano-éruptions se produisent et comment elles libèrent de l'énergie. Et pour progresser, les chercheurs combinent les observations de NuSTAR avec celles de Parker Solar Probe, qu'on connaît bien. Et pour les passionnés du Soleil, c'est clairement une histoire à suivre. Clairement comme le Soleil, mets tes lunettes. Comment tu fais ça, man? C'est un magicien. Hey, je vais te trouver un nom d'ici à la fin de l'émission. Restez, j'ai trouvé un nom. Dernièrement, CAE, qui est l'une des compagnies que nous utilisons, notre compagnie, Air Inuit, pour entraîner les pilotes, a décidé de prendre leur simulateur de Toronto et l'apporter à Montréal. Donc, ils l'ont séparé en 2-3 morceaux, l'ont mis sur une vanne et l'ont apporté. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les pilotes ont un entraînement très exigeant dans les simulateurs qui bougent sur vérin hydraulique et même électrique. Ça, c'est de la nouvelle technologie qui est vraiment plus en douceur. Oui, à chaque 6 mois, c'est l'entraînement et l'évaluation, le test. Et le stress. Ouais, c'est jamais vraiment agréable de se faire évaluer. C'est pour ça que les pilotes doivent être très bien entraînés. Fondé par Ken Patrick en 1947, CAE est passé de 18 employés qui mettaient à niveau des radios dans un hangar à Saint-Hubert au Québec à une équipe mondiale comptant plus de 13 000 employés répartis dans plus de 35 pays. Mais laissons CAE de côté et parlons de la merveilleuse navette spatiale. Vous savez probablement que la flotte de la navette était composée de 6 orbiteurs. Je vais essayer de pas l'échapper cette fois-là. Échappe-la pas, je l'aime celle-là, PDF. Ça, c'est pas la navette. En gros, on dit navette, mais c'est l'orbiteur. Donc, quand on parle de 6 orbiteurs, nous avions Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. Mais malheureusement, il reste juste 4 orbiteurs aujourd'hui. Enterprise, Discovery, Atlantis et Endeavour, parce que Columbia et Challenger ont été détruites lors d'accidents tuant au passage la totalité des astronautes présents à bord. Et du côté d'Enterprise, il s'agit que d'une maquette de simulation qui avait jamais volé dans l'espace. Enterprise avait jamais volé dans l'espace, c'est vrai, mais elle avait volé quand même dans l'atmosphère terrestre. C'était là que c'était le plus dangereux au bout de la ligne. Elle a fait quelques vols. Mais actuellement, les 4 navettes que je viens de vous parler sont exposées dans des musées américains. Et j'ai eu la chance d'en voir 3 sur 4. Il me manque juste Endeavour. Mais en raison de leur âge, elles ont été mises à leur retraite en 2011. Discovery, c'est ma préférée. 39 missions.
Eh bien, elle est au National Air and Space Museum de Washington, D.C. Et c'est gratuit, allez-y. Sérieusement, ça n'a aucun bon sens comment c'est magnifique. Puis il y a Atlantis également que j'ai vu en Floride, est au Centre spatial Kennedy. Endeavour est au California Science Center de Los Angeles, je devrais l'avoir cet été. Et Enterprise, elle, je l'ai vu plusieurs fois, est au Intrepid Sea Air and Space Museum de New York. Mais connaissez-vous le 7e orbiteur? Le Gulfstream des astronautes. Ouais, tu veux dire STA ou Shuttle Trainer Aircraft? Non, c'était bel et bien un prototype utilisé pour l'entraînement des astronautes, mais pas vraiment un simulateur. C'est certain que descendre de 8400 mètres au sol en 1 minute avant de se poser après avoir ouvert les inverseurs de pousser en plein vol, c'était vraiment très impressionnant, mais je vais vous garder ça pour un chapitre entier que je vais consacrer sur cet avion dans le futur, parce que ça vaut vraiment la peine. Mais aujourd'hui, on est dans la simulation, oubliez-le pas. Et si vous voulez plus d'informations sur la navette, ben je vous ai mis un lien dans la description de mon site internet vers la section navette spatiale. OK, mais on peut y aller avec le 7e, là? Oui, on est rendu là, le fameux 7e orbiteur. T'es impatient, puis vous aussi, on est parti. C'était le OV-95, ou comme les ingénieurs du Johnson Space Center de la NASA aimaient l'appeler, la navette fantôme. OV-95 est une réplique électronique exacte de ses frères et sœurs jusqu'aux ordinateurs et 370 km de câblage. C'était l'un des 2 prototypes de tests construits pour dépanner les systèmes pour les vols spatiaux. L'autre était 0V-99, autrement connu sous le nom de Challenger. Il a ensuite été reconfiguré pour le vol spatial. Oui, OV-95 a été utilisé pour reproduire des problèmes en orbite et trouver des solutions. Chaque fois que des astronautes montaient à bord d'une véritable navette ou orbiteur, comme on parlait, pour se lancer, il y a des astronautes et des ingénieurs qui montaient à bord d'OV-95 et suivaient la mission, d'où le titre de... Navette fantôme. OV-95 a ainsi volé les 135 missions de la navette spatiale, parce qu'il y a eu 135 missions, on l'oublie pas. L'OV-95 a le même cockpit que le reste des orbiteurs, un pont intermédiaire et une baie de charge utile de 18 mètres de long et 5 mètres de large. Son circuit est exposé pour une orientation visuelle et un accès facile en cas d'urgence. C'est comme une version de vaisseau spatial d'un modèle d'anatomie humaine. Lorsque le programme de la navette spatiale s'est terminé en 2011, OV-95 a été retiré et est resté méticuleusement étiqueté dans le laboratoire. Les tripes légitimes d'une navette spatiale, toutes cataloguées et exposées. En gros, le 7e orbiteur était un vaisseau sans la peau. Et pour ce qui est de la navette Enterprise, qui n'est jamais allée dans l'espace, elle devait être à l'origine nommée Constitution. Mais elle fut rebaptisée Enterprise après une campagne massive de fans, environ 200 000 lettres en référence au vaisseau spatial de la série télévisée Star Trek. Enterprise, c'est pas dans Star Trek, c'est dans Star Wars, là. Non, mon cher, non. On parle vraiment de Star Trek. Puis en passant, là, mon cher connaisseur, la semaine dernière, tu m'as parlé que c'était R2D2, Xavier m'en a parlé. Puis... N'importe quoi, C'est pas R2D2, man. C'est BB-8. Jamais dit ça. Oh, il a jamais dit ça! Quoi, ça? Hey, c'est R2D2. Hey, ça t'aide. Attention, mon petit BFR, tout est enregistré. Ouais, BFR, c'est ton nouveau nom parce que vous vous souvenez comment s'appelait le fameux Starship de SpaceX au début? Il s'appelait BFR pour, t'en souviens-tu? Big Falcon Rocket. Ben moi j'ai décidé que tu t'allais t'appeler Big Robot. Pas d'accord? Il y a juste 2 lettres. Non, je l'ai dit 3. T'as j'ai censuré? pas pensé, là. Il a censuré. D'accord? Non. BFR, yes! On va s'en souvenir de BFR. Grâce à Comme peine toi. au syndicat, ça fait pas mon affaire. Et c'est maintenant l'heure de notre section 5, un récap de notre magnifique semaine, oui! Alors je commence avec cette image extraordinaire de 2 galaxies à 220 millions d'années-lumière qui sont en interaction. On a l'impression que la plus grande est en train de nourrir la deuxième. Mais en réalité, c'est ainsi que grandissent les galaxies comme la nôtre, la Voie lactée. Superbe photo de Jupiter et de Vénus dans le ciel au-dessus de Stonehenge. Lorsque cette photo a été prise le 6 février 2023, Vénus se trouvait à 157,2 millions de kilomètres et Jupiter 474,2 millions de kilomètres supplémentaires. Ici, en 2012, un groupe de scientifiques mexicains a intentionnellement écrasé un Boeing 727 pour tester quel siège avait les meilleures chances de survie. Je vous le demande, auriez-vous aimé mieux être assis en avant ou en arrière? J'aurais aimé mieux pas être là pantoute, puis j'étais pas là, fait que ça tombe bien. T'as pas d'un choix. Restons dans l'aviation. Avez-vous vu ce crash d'avion évité de justesse?
J'ai vraiment cru que c'était vrai. Hey, SpaceX a vendu les plateformes, ben oui, Deimos et Phobos, le nom des lunes de Mars. Gwynne Shotwell, la présidente de la firme, a déclaré que c'était pas les bonnes plateformes à utiliser pour le Starship. Mais, cependant, l'entreprise est toujours intéressée par l'idée. Voici une vidéo des satellites Starlink au-dessus du Michigan qui ont été mis en orbite la semaine dernière. Ils restent pas collés comme ça très longtemps, mais c'est toujours impressionnant à voir tout de suite après le lancement. Là. Je l'ai vu plusieurs fois là, dans le ciel. Même en avion, on les voit des fois passer. C'est vraiment impressionnant. Levez les yeux au ciel puis continuez à suivre les applications. Vous allez savoir c'est quand et c'est où et c'est comment. Puis c'est pas parce que vous n'êtes pas en Floride que vous les verrez pas. Surtout en Europe, ils passent toujours d'ouest en est. Et j'avais envie de vous montrer une photo de notre fameux Snoopy qui est de retour. Oui, il a récemment voyagé au-delà de la Lune puis est revenu sur Terre en tant qu'indicateur d'apesanteur Artemis 1. Et on l'a vu quelques fois à travers la capsule. C'était de toute beauté. Snoopy, good job, ça a bien été. Un trou de chute est un grand espace généralement circulaire ou elliptique qui peut apparaître dans les cirrocumulus ou les altocumulus. Cirrocumulus, tout ce qui est cirro, c'est beaucoup plus haut. Alto, c'est plus bas, c'est plus au centre. Je connais bien mes nuages. J'aimerais ça vous en parler. C'est sûr que nous, quand on les observe, ça nous donne des indications de turbulence et beaucoup plus. Mais ceux-ci sont causés par l'eau surfondue dans les nuages qui s'évaporent ou gèlent soudainement. Non, c'est pas des extraterrestres, mais c'est quand même impressionnant. Attention là, aux fake news puis aux réseaux sociaux, là, ça dit n'importe quoi. Les champignons libèrent des millions de spores microscopiques dans le vent pour se propager. Pas du spatial, ça. Non, c'est pas du spatial, mais moi j'aime ça la science. Vous pourrez aller voir justement ma série Cosmos, vous allez apprendre plein de choses. T'en aurais besoin, toi. Moi? Oui, toi. Non. Il en aurait besoin. Avez-vous vu ce phénix de feu en Chine qui était contrôlé à l'aide d'un drone? Ouais, attention, faudrait pas qu'il traverse en Amérique, là. Ça serait pas drôle avec les ballons qu'on a eus dernièrement. Mesdames, messieurs, la planète Jupiter a obtenu une douzaine de nouvelles lunes. La géante gazeuse a maintenant 92 lunes qui prennent la première place devant les 83 de Saturne. Et avec le Super Bowl américain, que je suis pas du tout, là, moi j'aime plus le hockey, mais la semaine dernière c'était d'actualité. Mais saviez-vous que si la Station spatiale internationale atterrissait sur un terrain de football, elle aurait à peu près la même taille? C'est géant! Et les joueurs devraient arrêter de jouer? Arrête, ça va. J'ai rien à dire. Et pour rester dans le thème du Super Bowl et des idées de grandeur, il y a 3 installations d'antennes réparties dans le monde entier qui constituent le Deep Space Network. On a parlé beaucoup durant l'émission Artemis. C'est ainsi que nous communiquons avec les engins spatiaux interplanétaires. Donc, avez-vous vu la grandeur de cette antenne par rapport au terrain? C'est immense! Et oui, bientôt l'arrivée du Cybertruck de Tesla. Ici on a écrit « Je veux pas un faux tough truck, je veux un vrai tough truck. » Selon vous, lequel sera le plus puissant? Ben ouais, Tesla, encore Tesla, on aime ça l'électricité. Mais il n'y a pas juste Tesla, les voitures électriques. Ça serait un débat, mais moi j'aime ça. Wouh! Et ça complète votre actualité spatiale show. Un gros merci. Parfois, vous mettez un commentaire ou un pouce en l'air, puis vous savez pas à quel point c'est motivant. Alors, à tous les passionnés de spatial, merci de me joindre dans ce voyage vers votre futur. Et comme disait Arthur C. Clarke cette semaine, le seul moyen de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu plus loin dans l'impossible. D'ici là, soyez heureux et aimez la vie, carburez à vos passions. Minute, c'est facile pour toi de dire ça, mais comment je peux trouver une passion, le Smart? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La passion pour quelque chose ou quelqu'un, mais ça se commande pas comme une capsule Dragon. Attention pour l'échapper! Ouais. Il faut la chercher, demeurer attentif aux signes et être ouvert à tout ce qui nous entoure, car c'est souvent de là qu'elle prend sa source. Puis ceux et celles qui croient que la passion, c'est une affaire de jeunes, oubliez ça. C'est drôle parce que les passions agissent sur le bonheur, à l'inverse des regrets, alors que les regrets proviennent souvent de passions étouffées, refoulées et inassouvies. Mais on est clairement pas assez longtemps sur ce point bleu pâle pour les laisser de côté. Allez-y, foncez, croyez en vous, aimez la vie. Soyez Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos.